Donc, bienvenue à tous à cette conférence. Conférence qui fait partie d'une série de conférences sur bâtir l'après-pandémie. Conférence qui va être animée et présentée par Nicolas Brier sur le thème de catalyser la transition écologique et sociétale par la création monétaire citoyenne. Donc, création monétaire citoyenne, donc les monnaies locales. Donc moi, je m'appelle Timothée Couchou, je fais partie du collectif Place Libre. Donc en deux mots, Place Libre est un petit collectif en formation, en création, qui a pour objectif de proposer une méthodologie pour l'open source, pour les projets du libre et pour le financement de projets open source. Voilà. Donc je travaille aussi avec Yann Éperon. Donc voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur notre collectif, mais l'idée en fait c'est de faire ressortir par des mini-conférences des projets d'avenir. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup en ce moment qui voient le jour. Mais voilà, donc c'est ma petite pierre à l'édifice d'organiser cette petite conférence. Voilà. Donc moi j'ai rencontré Nicolas l'année dernière, dans une super formation de Dragon Dreaming. Nicolas était mon formateur. Et puis, on a passé un super moment, donc 3 jours ensemble. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et puis, il m'a parlé aussi de ses autres recherches et de ses projets monnaie locale, notamment sur Lyon. Et donc, de fil en aiguille, voilà, il est venu vers moi, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, on a décidé de faire cette conférence ensemble et de vous la présenter parce que c'est un sujet qui est brûlant et super intéressant à mon avis, d'échanger, de discuter, de voir les possibles, le champ des possibles. Voilà. Donc voilà, Nicolas, j'en dis pas plus et puis je te laisse la main et puis bonne chance, hein. Merci Timothée. Alors première étape, ça va être l'étape de partage d'écran. J'espère que... Alors, c'est parti. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors attends. Tu peux pas partager, c'est ça? Ouais. Sinon, il y a une autre solution, c'est que toi, tu ouvres C'est ma bon. présentation. Non, C'est c'est bon? bon. Attends. Non, c'est bon. Ok. Là, tu peux, là, normalement. Alors, ok, je pense que ça doit être là. Normalement, tu peux maintenant. Ouais. Alors, c'est ici, normalement. Ok. Eh ben, je crois que c'est bon. Vous voyez bien la diapo qui est intitulée Dérouler? Oui, c'est bon. On la voit. Génial. Eh ben, en tout cas, je suis ravi d'être là avec vous. Merci Timothée de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler de ce sujet parce que je m'intéresse aux monnaies locales depuis une dizaine d'années et je vous présenterai un peu la pratique que j'ai faite. Et du coup, j'arrive à une phase où je sens que les monnaies locales, même s'il y a un énorme travail qui a été fait et que je reconnais par des tas, enfin, il y a beaucoup de monnaies locales en France, donc on a accumulé pas mal d'expérience, mais je suis arrivé à la conclusion que c'était pas suffisant par rapport aux enjeux et qu'on avait besoin d'aller plus loin. Donc, j'ai vraiment fait pas mal de recherches, discuté avec beaucoup de gens, notamment des gens qui sont présents. Là, je pense à Bertrand, qui fait partie des gens avec qui j'ai discuté au Tiocan. Et, et du coup, je suis content de vous présenter un peu ce que je pense qu'il faudrait faire ou qui pourrait être une idée à explorer. Voilà, donc ça fait plaisir de vous présenter ça. C'est une des premières fois que je le présente et je serais content d'avoir vos retours. Donc, il y aura 4 phases à cette présentation et je vais lancer mon chronomètre. Voilà, pour pas déborder. Donc, la première partie, c'est pour explorer les dysfonctionnements de la finance. La deuxième partie, c'est pour
parler de mon expérience des monnaies locales, notamment à la Gonat. La troisième partie, ce sera pour vous présenter justement cette idée qui m'anime et qui, je pense, pourrait changer, faire passer aux monnaies locales 2.0, comme j'aime les appeler, autre part pour discuter. Donc, tout a commencé pour moi en 2008. Même si ça a commencé un petit peu avant, je m'intéressais déjà un peu à la finance parce que je sentais un peu l'arnaque. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui ne collait pas bien. Et 2008, ça a été la goutte d'eau pour moi, mais pour beaucoup de gens, en disant voilà, la finance va trop loin, ils prennent des risques avec des produits dérivés. Donc là, la crise des subprimes, c'était des produits dérivés qui ne sont pas passés comme prévu et qui a mené une quasi-banqueroute du système financier, qui a embarqué les banques avec, et du coup qui a embarqué toute l'économie. Donc on est passé à deux doigts du précipice et on a été sauvé on a été obligé de renflouer les banques avec de l'argent public. Et ça, pour moi et pour beaucoup de gens, ça a été un peu dur à avaler. Voilà, en disant, mais en fait, quand ils se font des milliards, ils se partagent le gâteau, et quand ils échouent, ce qui fait partie du… quand on prend des risques, des fois on échoue, mais là, quand ils échouent, on les rembourse. Voilà, donc moi, ça m'a indigné. C'était l'époque de l'indignation à l'époque. Et je me suis dit, j'ai envie de comprendre comprendre ce qui se passe dans la planète finance, et puis de m'y impliquer personnellement, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour le contexte, moi, j'ai fait des études de chimie et je travaillais à l'époque dans l'industrie pharma. Donc, je ne suis pas du tout économiste, ni trader, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment un positionnement de citoyen qui essaie de comprendre. Voilà, je ne me positionne pas du tout comme un expert du sujet. Donc voilà, je suis plutôt un citoyen qui mène l'enquête, comme Sherlock Holmes, voilà. Et du coup, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu des articles, j'ai regardé plein de documentaires et des vidéos, j'ai organisé des conférences, j'ai participé à d'autres conférences et j'ai organisé des cercles de discussion de citoyens. Voilà, beaucoup de discussions. Et avec pour objectif de comprendre comment fonctionne la finance, en fait, et de pouvoir espérer apporter de l'éclairage aux autres citoyens, en essayant d'expliquer d'un citoyen pour les autres citoyens, avec le moins de jargon possible. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Alors, voilà, et c'est le moment venu de vous présenter mes observations et mes propositions. Ça fait quand même une dizaine d'années que je recherche, donc c'est un moment un peu solennel pour moi. Alors, quelques-unes des questions qui m'ont guidé, c'est comment le système financier fonctionne et comment il a pu devenir si menaçant aussi. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les règles qui les édictent? Est-il adapté aux besoins de notre époque? Parce que c'est ça aussi la grande question. On a des besoins de plus en plus criants, et est-ce que le système financier actuel est capable de nous aider à résoudre nos problèmes? Donc voilà, quelques dysfonctionnements que j'ai pu observer. Alors, une mise en garde d'abord parce qu'effectivement, là, je vais vous en présenter 6 et de manière très très brève parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Mais il y en a bien plus que 6 évidemment, donc ça a été un difficile choix. Le choix fut ardu. Voilà. Êtes-vous prêts? On est prêt, oui. Allez, c'est parti. Donc, le premier qui m'a vraiment marqué au cours de mes lectures, c'est que j'ai observé qu'il y avait un changement de temporalité, un changement de tendance en fait dans la finance pendant on pourrait même dire les 100 dernières années. Et on peut mesurer ça notamment avec la durée de détention des titres, des actions ou autres. Donc entre 45 et 75, on gardait un titre pendant 6 ans en moyenne. Voilà, j'achetais un titre de General Motors ou de EDF ou quoi que ce soit, et j'allais le garder pendant longtemps parce que j'investissais dans une entreprise et j'espérais faire une plus-value, mais dans la durée. Voilà. Entre 80 et 2000, on était déjà passé à 2 ans de détention de titres. En 2016, on était à 11 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la même année 2016, si on intègre le trading haute fréquence,
Donc, trading haute fréquence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que maintenant, on a des robots qui sont programmés, qui vont acheter et vendre des titres pour le compte d'une banque ou d'un trader. Voilà, qui fonctionnent à la vitesse de la lumière. Hein. Donc, ils peuvent faire 7000 transactions par seconde. Donc, on change de dimension. Et du coup, effectivement, ça bouleverse aussi les stats, puisqu'on passe à 22 secondes de détention de titres moyen. C'est-à-dire que là, on change vraiment de monde et les trading haute fréquence, il a apparu vers 2010. Donc, c'est vraiment assez récent. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que du coup, on passe d'une logique d'investissement dans l'industrie, qui est quelque chose de sain, hein, à quelque chose de l'ordre de la spéculation. La spéculation, c'est vraiment, je veux me faire du cash le plus vite possible et genre, j'en ai même rien à faire ce que fait l'entreprise, peu importe. Je veux juste maximiser ma plus-value en un temps record. Voilà, donc on change vraiment de logique. Et les marchés financiers d'aujourd'hui, ils ressemblent de plus en plus à un casino. C'est-à-dire que je vais parier sur le rouge, sur le noir, sur tel titre, et je vais acheter et vendre très rapidement. Le trading haute fréquence, il représente, en 2016, il représentait déjà 60% des transactions. Et en fait, ils ont des telles stats parce que justement, ils font tellement de transactions par jour ou même par seconde que voilà, donc ça fausse un peu les stats, quoi. Et ils inondent le marché en fait. Et les conséquences, c'est que le système financier est de plus en plus instable et menaçant, voire même inutile puisque voilà, ils sont plus dans une logique d'investissement. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième, et ça c'est vraiment issu d'une réflexion citoyenne, on s'est posé la question assez tôt de comment l'argent est créé. C'est vraiment une question fondamentale. Et qui crée l'argent? Et je me rappelle qu'au départ, la logique veut, on pensait que c'était les banques centrales. Voilà, enfin, de toute manière assez logique. Et puis en creusant, on s'est rendu compte que 90% de la monnaie est en fait créée par les banques commerciales. Et ça, je me rappelle qu'on a eu un très long débat là-dessus parce qu'on avait du mal à y croire. Et pourtant, c'est confirmé. L'argent, alors les banques commerciales créent de l'argent, elles peuvent pas faire ça n'importe comment non plus, mais c'est quand quelqu'un vient faire une demande de crédit. Moi, ça a été mon cas, j'ai fait un crédit pour mon appartement, et ben, sur 25 ans, et ben, à ce moment-là, ma banque a créé l'argent pour mon crédit. Elle ne l'a pas tiré d'un coffre ou de l'épargne de quelqu'un d'autre. Elle l'a vraiment créé ex nihilo, à partir de rien. Et le problème, c'est que du coup, les banques commerciales décident qui va avoir un crédit ou pas, hein, qui va être financé ou pas. Et ça pose un problème pour moi démocratique puisque ce sont des acteurs privés qui influent sur les orientations sociétales. Parce que savoir qui va être financé ou pas, donc là pour mon appart, c'est peut-être pas critique, mais si je suis un porteur de projet, qui a un projet qui a une forte tendance, un fort impact environnemental ou social, mais qui va pas faire de gains, voilà, qui va pas être solvable forcément, qui va pas gagner beaucoup d'argent, et ben il y a des chances que je sois pas financé, alors que mon projet, d'un point de vue sociétal, il sera intéressant. Donc ça, pour moi, c'est un vrai souci. Et je suis désolé, je vais passer vite parce que je peux pas passer trop de temps. Le troisième problème, c'est la nature de l'argent. Donc, la nature de l'argent créé par les banques commerciales. Cet argent est créé sous forme de dette. C'est-à-dire que quand la banque va me prêter de l'argent, elle va en fait, c'est une dette que je vais devoir rembourser. Donc là, moi, c'était pour 25 ans. Et l'argent sera détruit au fur et à mesure que je le rembourse. Voilà. Donc, mais par contre, l'intérêt ne sera pas détruit, par contre. Et ce mécanisme pose deux problèmes, même s'il en pose même plus que ça, mais il y en a deux que je voudrais vous citer. C'est que c'est qu'au final, il faut toujours faire plus de crédit, parce qu'au fur et à mesure que l'argent, je le rembourse, il va être détruit. Si on veut maintenir la masse monétaire, il va falloir faire d'autres crédits. Donc il faut toujours faire plus de crédits si on veut permettre à la masse monétaire d'augmenter. Et l'autre problème, c'est que du coup, les banques commerciales jouent un rôle central au cœur du système, parce que sans elles, tout le système s'effondre, toute la masse monétaire s'effondre et on aura un gros souci collectif. Et c'est pour cette raison qu'en 2008, quand il y a eu cette crise bancaire,
eh ben, on a été obligé de les rembourser, enfin pas de les rembourser, mais de les renflouer, parce que sinon tout le système s'effondrait comme un château de cartes. Donc voilà, donc on a un acteur privé qui a un rôle central et ça pose problème. Oui, voilà. En 4, là on passe aux banques centrales, donc la BCE, la Banque centrale européenne, pour nous en France, pose aussi quelques problèmes. Donc la Banque centrale, elle fait pas mal de choses, mais là je voulais parler en particulier d'une pratique non conventionnelle assez récente qu'on appelle le quantitative easing. C'est-à-dire que la Banque centrale a la capacité à racheter, je crois que je l'explique après, ils créent de la monnaie qu'ils injectent dans l'économie via les marchés secondaires. Donc, en fait, ils rachètent des titres toxiques, des titres de dette, par exemple, d'État ou autres, mais ils ne les rachètent pas d'acteurs genre des banques, des marchés. Donc, en fait, finalement, et je vais y revenir après. Donc, en faisant ça, ils ont injecté par exemple, entre 2015 et 2018, 1000 milliards d'euros. Euh, pour Roland, en grande partie échoué. Et la raison pour laquelle ça a échoué, c'est que cet argent, il n'est pas arrivé jusqu'à l'économie réelle. Il est parti sur les marchés financiers via ces acteurs que sont les banques et les assurances, principalement. Donc finalement, cet argent, l'idée était bonne d'injecter de l'argent, mais l'argent n'est pas injecté au bon endroit. Il est injecté dans les marchés financiers plutôt que dans l'économie réelle. Du coup, on n'en voit pas finalement les impacts positifs. Et l'autre conséquence, c'est que ça fait gonfler des bulles sur les marchés financiers. Et l'autre problème, c'est qu'il est très difficile de discuter avec la BCE. Enfin, si moi, je vous en parle à vous, mais j'aimerais en parler à eux, mais ils sont assez difficiles à atteindre. Je me rappelle notamment de Pascal Canfin, j'avais assisté à une conférence, donc qui est député européen. Même lui, il avait du mal à pouvoir discuter avec la BCE. Donc voilà, donc c'est vraiment pas simple. 5e problème, c'est que l'État français, et donc la plupart des États, on doit emprunter sur les marchés financiers. Donc, pourquoi c'est un problème? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'à 93, jusqu'aux accords de Maastricht, les États pouvaient emprunter à leur banque centrale à taux zéro, en tout cas à taux très bas. Et du coup, c'était assez pratique. Et les traités européens, aujourd'hui, nous interdisent de faire ça. Donc, les États n'ont plus le droit de créer leur propre monnaie via leur banque centrale. Et ni via la BCE, d'ailleurs. Donc, la France doit emprunter sur les marchés financiers. Et pourquoi ça pose problème? Parce que lorsqu'on emprunte sur les marchés, on est un peu tributaire de ce qu'on appelle les agences de notation. Il y a des organismes qui calculent la solvabilité des États et des entreprises et qui donnent des notes. Et ces notes ont des répercussions sur à quel taux je vais emprunter. Si je suis considéré comme un État vraiment solide, solvable, qui a beaucoup de ressources, du coup, je vais emprunter pas très cher. Mais si je suis un État comme la Grèce qui est en difficulté, et du coup, la Grèce, par exemple, elle doit emprunter beaucoup plus cher que la France. Alors que on pourrait penser que la logique serait l'inverse, que plus on est en difficulté, moins on emprunte cher. Et non, là, c'est plus on est en difficulté, plus on va creuser notre trou. Voilà. Donc, c'est problématique. Et du coup, comme on emprunte plus cher qu'avant, du coup, ça contribuait à creuser la dette publique. Et cette dette publique en France représente à peu près le deuxième budget de l'État, sauf erreur. C'est une grosse somme et ces 50 milliards, ce n'est même pas rembourser la dette, c'est juste payer une partie des intérêts. Donc, vous voyez qu'en fait, cette dette grandit. Et puis, le 6e point que je voulais aborder, c'était l'idéologie qui est en fait derrière, qui est très présente dans les marchés financiers. Donc, il y a cette petite image qui montre que la différence entre le fascisme et le libéralisme, c'est que dans le libéralisme, il y a plein de clowns et de couleurs et de ballons qui tombent, mais en fait, c'est pas beaucoup différent. Et en fait, l'idéologie en place, donc, comme je vous disais, elle guide vraiment les marchés financiers et elle est imposée aux États via la dépendance au marché financier, puisque en fait, pour avoir des bonnes
aux agences de notation, eh ben, enfin, on est vraiment invité, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais on est invité à vraiment respecter leur idéologie et faire les pratiques qu'eux, ils aiment bien. Sinon, notre note risque de se dégrader. Donc, on appelle cette logique le néolibéralisme et les piliers principaux sont les suivants. Donc, une dérégulation des marchés financiers, ça, c'est vraiment prôné que les marchés, eh bien, la main invisible des marchés va faire que tout le monde va gagner, hein. Ça va être win-win, l'argent va circuler sans aucune retenue et tout le monde va s'enrichir. Donc, on a vu qu'en fait, la réalité n'était pas aussi belle que la théorie, mais voilà. Les marchés financiers, ils n'aiment pas tout ce qui est public. Ils veulent vraiment qu'on privatise tout. Et c'est pour ça qu'on le sent, hein, la privatisation des aéroports, on a réussi à y échapper, mais de justesse. La Française des Jeux, EDF, SNCF, à la privatisation par les logiques du marché. Les frontières et notamment l'ouverture surtout aussi à la main-d'œuvre, etc. Et puis, cette logique pousse aussi à réduire les salaires et à flexibiliser le marché du travail, de pouvoir licencier pour les actionnaires. Voilà. Mais voilà, les salaires, c'est vrai que ça coûte cher et il y a vraiment une logique de faire en sorte que les salaires n'augmentent pas trop pour pas réduire, pour pas compromettre les bonus, quoi. Et puis, il y a une logique d'austérité imposée aux États, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, et là, j'espère que ça ne va pas se passer pour la crise du Covid, mais du coup, la logique, c'est vraiment de rembourser la dette quoi qu'il arrive, puisque la dette va vers les marchés financiers. Donc, pour rembourser cette dette, eh ben, on va réduire etc. Et puis de réduire les dépenses de l'État et réduire aussi le pouvoir de l'État, pour pas que l'État prenne trop de place, mais tout en le maintenant quand même en place. Il ne faut pas non plus qu'il disparaisse, parce que si l'État disparaît, eh ben, ça va être compliqué pour les marchés financiers. On l'a vu notamment avec la crise des Gilets jaunes, quand il y a une ébullition sociale, des gens qui réclament plus de droits, eh bien, l'État est là aussi pour faire régner l'ordre et puis pour calmer les mouvements sociaux, pour que le système puisse continuer. Voilà, et pour résumer un peu avec une image qui vaut 1000 mots, que des chiffres que j'ai essayé de glaner pendant 10 ans, pour montrer la différence entre l'économie réelle et les marchés financiers. Donc en gros, il y a 2 bulles, on pourrait dire, il y a 2 sphères. Donc l'économie réelle représente à peu près un tiers de la monnaie en circulation, mais représente que 2% des transactions. Euh, voilà, donc il y a énormément de transactions chaque jour, et ben il n'y a que 2% des transactions qui sont dans l'économie réelle. Et du coup, logiquement, la plus grosse bulle, la plus grosse sphère, c'est vraiment les marchés financiers qui représentent 2 tiers de la monnaie en circulation et 98% des transactions. Donc là, vraiment, la grande majorité des transactions, c'est beaucoup de spéculation en fait. Et il y a toujours un exemple que je trouve assez significatif, c'est que lorsqu'un pétrolier charge sa cargaison à Riyad, donc en Arabie Saoudite, et va prendre la mer pour aller vers Houston, la cargaison va être achetée et vendue à peu près 26 fois. Donc, c'est ça la spéculation, c'est que j'achète, je vends, et juste pour gagner, juste pour faire des optimisations de quelques pourcents ou quelques dixièmes de pourcents, mais juste pour optimiser les gains à longueur de journée. Voilà, et c'est vraiment guidé par des robots aujourd'hui, en grande partie. Et juste pour faire le parallèle avec la BCE, quand je vous disais que les quantitative easing n'allaient pas dans la bonne sphère, bah voilà, cet argent il a été injecté dans les marchés financiers alors il aurait dû être injecté dans l'économie réelle. Donc, voilà, donc je suis parti de cette observation des gros dysfonctionnements. Et le problème, c'est que justement, moi, je ne peux pas faire grand-chose à tout ce que je viens de vous décrire. Mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que ces dysfonctionnements, ils étaient guidés en grande partie par les banques et les banques centrales, les marchés financiers et les multinationales, qui sont vraiment ceux qui tiennent le système en place. Et si on essaie d'aller à la racine du problème, on voit que finalement,
tout ce système repose quand même sur la monnaie, sur les dollars, les euros et toutes les règles qui vont avec. Et si je me suis dit, moi, en tant que citoyen, eh ben, la monnaie, finalement, c'est un super point de levier euh, pour opérer un changement, d'attaquer vraiment à la racine du problème. En tout cas, et cette question qui est arrivée, c'est et si nous, quelques monnaies locales, et donc les nouvelles monnaies qu'on pourrait mettre en place, et parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la portée des citoyens. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit avant, ce serait bien de, de le modifier, de le transformer. Mais en tout cas, en tant que citoyen, moi, je me suis impliqué là-dedans parce qu'on pouvait créer une nouvelle qui avait des nouvelles règles de fonctionnement. Par exemple, les monnaies locales, la plupart n'ont pas de taux d'intérêt. Certaines ont même des taux d'intérêt négatifs. On appelle ça des monnaies fondantes. Donc, vous voyez, on est en train de changer vraiment les règles du jeu. Ces monnaies sont démocratiques, donc pilotées par des associations. Donc, il y a en général des collèges où on peut s'impliquer. Et elles sont complémentaires à l'euro. Elles n'ont pas pour but de remplacer l'euro ou le dollar, mais de vraiment apporter un complément. Et voilà, donc c'est ça qui m'a amené à tester, à vraiment explorer les monnaies locales, parce que voilà, je sentais que c'était intéressant. Donc les monnaies locales, aujourd'hui, sont présentes dans toute la France. On en a 82 en activité, ce qui est assez énorme. Voilà, en 10, 20, donc il y en a 10 en projet. Et en seulement 10 ans. C'est ça qui est intéressant, ça a été vraiment très vite. Et pour mettre en perspective, il faut savoir que des monnaies locales telles que celles dont je parle, il y en a 200 dans le monde. C'est-à-dire que la France est vraiment un leader dans ce domaine-là. La première est née pour rendre hommage, hein, c'est l'abeille. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais elle est à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, et elle est née en 2010. Et les monnaies locales sont nées vraiment de cette indignation du système monétaire et de la crise des subprimes. Donc, alors, les bonnes raisons de créer une monnaie locale. Si jamais vous ne connaissez pas trop, je vais vous expliquer quand même les grandes lignes. Les monnaies locales ont plusieurs vertus. La première, dans le cadran en haut à gauche, c'est qu'elles peuvent stopper l'hémorragie. Il faut savoir que les euros sont absorbés très rapidement par les grandes structures, les multinationales, et elles partent. Et cet argent, il est siphonné des territoires pour se retrouver dans les pôles financiers, dans l'évasion fiscale, etc. Et dans les marchés financiers. Donc la monnaie locale, elle ne peut pas aller en banque. Donc la monnaie locale, elle va forcément rester sur le territoire. Donc c'est un moyen assez radical de garder l'argent là où on est. La deuxième chose, c'est que du coup, cet argent qui n'a pas fui le territoire, qui n'est pas parti en hémorragie, va soutenir les acteurs locaux qui sont membres du réseau de monnaie locale. Et l'autre avantage, c'est que les monnaies locales ont une tendance à renforcer les connexions entre les acteurs locaux. Et ça crée de la résilience, de la force. Voilà. Ça va soutenir aussi les banques éthiques, puisque je vous expliquerai juste après, mais chaque monnaie locale a un fonds de garantie. Pour chaque monnaie en circulation, il y a 1 euro bloqué sur un fonds de garantie. La gonette, par exemple, il y a à peu près 150 000 gonettes en circulation, et du coup, il y a 150 000 euros bloqués sur un compte dans une banque. Et du coup, évidemment, on va choisir une banque qui partage les mêmes valeurs, donc on choisit en général la NEF ou le crédit coopératif. Et puis, c'est un super vecteur d'éducation populaire, puisque nous, les acteurs des monnaies locales, on se sent obligé d'essayer de comprendre la finance pour pouvoir l'expliquer simplement aux citoyens, pour expliquer notre démarche. Et du coup, on a appris beaucoup de choses grâce à ça. Et pour finir, c'est un super vecteur d'innovation démocratique, à la fois dans la gestion de l'association, mais aussi parce qu'on veut que la monnaie soit démocratique, et du coup, on réfléchit vraiment à comment faire pour que chacun puisse participer aux décisions. Alors, les monnaies locales, comment ça marche? Alors, regardez bien, que ça commence en haut à gauche, vous voyez l'euro. Et admettons que vous ayez envie de tenter l'aventure, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez, admettons que vous preniez 50 euros, vous voulez tenter de convertir 50 euros en 50 gonettes. Donc là, c'est la monnaie locale de Lyon, voilà, la gonette. Alors, les 50 euros que vous allez donner à la gonette, ils vont être placés, comme je vous le disais, sur un fonds de garantie dans une banque éthique. Donc là, vous voyez bien que votre argent, il va avoir un effet x2, puisque vous allez à la fois le dépenser dans le réseau et en même temps, il va servir d'épargne
dans une banque éthique qui va investir dans des projets respectueux. Et votre gonette, vous allez la dépenser donc dans le réseau, un réseau de pros. Donc à la gonette, il y a par exemple à peu près 200 des cafés, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des thérapeutes, il y a des experts comptables, etc. Et donc, l'argent va circuler sur le territoire, en gonette. Et on a observé que les monnaies locales circulaient au moins 3 fois plus longtemps que les euros équivalents. Parce que l'argent, il reste plus longtemps, comme je vous le disais, puisque il y a moins d'hémorragie. L'argent ne peut pas quitter le territoire. Donc, il circule plus. Et effectivement, j'ai rajouté les collectivités territoriales qui peuvent aussi contribuer à injecter des monnaies locales. Quand elles rentrent dans la partie, elles peuvent injecter encore de l'argent sous forme de, j'expliquerai plus tard, mais sous forme de bonus ou de subventions en monnaie locale. Il y a plein de choses qu'elles pourraient faire. C'est encore les prémices de ça, mais je vous l'ai mis quand même. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire. Donc moi, je suis arrivé à Lyon en 2014. Justement, j'ai travaillé à la Nef, j'avais une mission à la Nef pendant 6 mois. Donc j'étais content de mieux connaître la Nef. Et c'est ça qui fait que j'ai rejoint la Gonette en juillet 2014, quand mon contrat à la Nef s'est arrêté. Et j'étais très, très déterminé, motivé, parce que j'avais étudié quand j'étais au Tiocan, donc j'ai habité dans un écolieu précédemment. Et c'est là-bas que j'avais exploré vraiment les dysfonctionnements de la finance et les promesses des monnaies locales. Donc, j'avais fait la théorie et là, j'ai enfin eu l'opportunité de passer à la pratique. Et je surveille l'heure au passage. Voilà, donc j'ai commencé à… Enfin, j'étais pas seul, il y a toute une équipe qui était présente déjà et on a commencé à faire des présentations un peu partout. Et à un moment donné, il y a eu un buzz médiatique en octobre 2014 qui fait que tous les médias ont commencé à en parler de la Gonette et du coup, ça a préparé le terrain pour qu'on puisse préparer le lancement. Donc, on a défini notre logo, notre mascotte, on a fait la conception des billets. Voilà, et ça, c'est vraiment des projets intéressants pour ça. On a préparé le lancement, notamment on a fait un crowdfunding pour récolter 20 000 euros. On avait besoin d'un peu de sous pour notamment financer les billets, etc. Et on a fait le lancement, un départ sur les chapeaux de roue, c'était en novembre 2015. On a surfé sur la vague du film Demain qui est sorti à peu près au même moment et qui parlait de monnaie locale, donc ça nous a beaucoup aidé. Et la première année, c'était vraiment de la folie, hein. Moi, je me rappelle, j'étais en charge des formations à la Gonette. Habituellement, on faisait une formation tous les mois, on avait à peu près 12 personnes. Et après le film Demain, on est passé de 12 à 50 personnes de formation. On a même dû faire 2 fois plus de formations, en faire 2 par mois. C'était une période folle, mais j'ai adoré. Voilà. Comme quoi, l'impact d'un film. Et puis après, la deuxième année, ça a été un peu la douche froide, puisque on avait atteint 2600 adhérents la première année, ce qui était largement au-dessus de nos attentes. Mais beaucoup de ces personnes adhérents. Gros problème. En plus de ça, M. Macron a supprimé les contrats aidés. Donc, ça a compliqué notre tâche, puisqu'on avait pas mal de contrats aidés à la Gonette. Et puis, le modèle économique des monnaies locales est fragile, voilà, parce qu'il repose beaucoup sur les adhésions et quelques subventions difficiles à obtenir. Donc, voilà, cette question de comment on peut faire. Et là, je vous présente vraiment les défis des monnaies locales. Bon, donc ça, c'est les observations que j'ai pu faire pendant mes 4 ou 5 années sur le terrain. Donc, d'une part, c'est pas facile d'expliquer les monnaies locales. Il faut, comme je le fais tout de suite, il faut prendre le temps, cliquer avec un diaporama. Autre chose, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de cas d'écrit, mais c'est pas encore… on est un peu au début de l'aviation, si vous voulez. On n'a pas encore traversé l'Atlantique, on est encore au balbutiement. Et il va falloir du temps avant qu'on ait vraiment des chiffres à l'appui, quoi. Comme je vous l'ai dit précédemment, le nombre d'utilisateurs, on a du mal à maintenir le nombre d'utilisateurs et de l'augmenter. Donc, ça aussi, c'est problématique. Et on a du mal à atteindre un seuil d'efficacité où justement on peut démontrer que ça a un impact vraiment visible. Beaucoup de pros font des reconversions, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de gonettes, mais ils ont le droit de les rechanger en euros s'ils le veulent. Et il y a quand même
il y a à peu près 80% des golettes qui sont reconverties en euros. Et ça, c'est aussi un problème parce que ça démoralise, ça démotive les utilisateurs. Donc, il y a vraiment un enjeu d'accompagner les pros pour justement qu'ils arrêtent de reconvertir et au contraire qu'ils dépensent ces golettes dans le réseau. Améliorer la circulation de la monnaie, faire en sorte que cette monnaie circule vraiment de pro à pro, de pro à utilisateur, parce qu'on sait que c'est la circulation de la monnaie qui va créer de la richesse et qui va créer de la transformation. Donc, il faut que la monnaie circule et on observe qu'elle circule largement pas assez actuellement. Il y a l'enjeu du passage au numérique. Donc ça, il y a pas mal de monnaies qui ont réussi, donc ça c'est cool. Mais c'est un enjeu, c'est vraiment une étape importante. Et puis la coopération, parce qu'elles sont quand même timides et on a enfin, disons que si les collectivités rentrent dans la partie, ben, on peut faire beaucoup plus de choses. Et ça donne aussi beaucoup de crédit et de confiance. Voilà. Donc comment faire pour booster les monnaies locales? Donc même s'il y a un énorme travail qui a été fait, hein, qui est remarquable, eh ben, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien actuellement. Mais pour autant, l'idée des monnaies locales reste toujours super pertinente et les promesses sont toujours là. Et ça vaut toujours le coup de s'accrocher. Mais disons qu'il faut les aider à, bah voilà, à se poser cette question. Quel pourrait être le prochain levier de développement des monnaies locales pour passer à l'étape suivante? C'est vraiment la question que je me suis posée et à laquelle je vais tenter de répondre. Donc, il y a quelques pistes que j'avais explorées quand j'étais sur place à la Gonette. De faciliter les échanges entre pros pour qu'ils évitent les reconversions, de mettre en place une cagnotte en monnaie locale comme on fait le SCHCO. Donc, il y a une cagnotte qui est abondée par justement en taxant les reconversions, on abonde une cagnotte et on peut financer comme ça des projets et donner du sens. Ça, c'est un gros enjeu. Et puis, changer des euros en gonettes. Donc, il faut faire ce. Du coup, c'est pas très fluide. Et comment faire pour que les gens ils touchent des gonettes automatiquement, voilà, sans avoir à faire du change. Donc, si j'ai la chance de travailler chez quelqu'un qui accepte les gonettes, bah, je peux demander une partie de mon salaire en gonettes. Il y en a qui le font. Maintenant qu'il y a la gonette numérique, moi, c'est ce que j'ai fait. Je peux me faire un virement automatisé de 50 gonettes tous les mois sur mon compte gonette. Donc, ça m'évite de faire du change. Si les collectivités rentrent en scène, ils peuvent distribuer des gonettes sous forme d'éco-gestes pour récompenser les citoyens qui prennent leur vélo, par exemple, ou qui font leur compost, ou qui aident des personnes âgées. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont en test en ce moment. Et puis le grand rêve d'un revenu de base en monnaie locale. Donc ça, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais c'est vraiment pour moi un des projets les plus prometteurs. Voilà, donc on passe à l'étape 3 où je vais vous présenter les monnaies locales 2.0. Donc ce que j'appelle la grande idée. Alors le gros problème, avant de parler de la grande idée, pour moi, c'est que les monnaies locales actuellement ne résolvent pas le problème du manque de pouvoir d'achat des citoyens. Et on a bien vu avec la crise des Gilets jaunes qui a mis ça en lumière, et la crise du Covid va encore renforcer ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vraiment galèrent financièrement ou qui pourraient faire plus de choses s'ils avaient un peu plus d'argent. Mais le problème, c'est que là, actuellement, les monnaies locales ne résolvent pas du tout ce problème-là. Si j'ai pas d'euros, bah, j'aurai pas de gonette ou j'aurai pas de monnaie locale. Et ça, c'est vraiment dommage de pas attaquer ce problème-là. Alors, comment offrir plus de pouvoir d'achat et de pouvoir d'agir aux utilisateurs et aux pros? Ben voilà, c'est ça. Comment est-ce que les monnaies locales pourraient résoudre ce problème? Eh bien, je pense qu'il est temps de franchir une étape parce qu'on parle de réappropriation citoyenne de la monnaie quand on a créé les monnaies locales.
C'est notamment le mouvement Sol qui a cette phrase, ce motto. Et c'est vrai, c'est ce qu'on fait, on se réapproprie la monnaie parmi les citoyens. Mais on ne s'est réapproprié qu'une partie. On s'est réapproprié donc la création de billets et faire circuler de la monnaie dans un réseau. Mais voilà, et on arrive pour moi à l'étape d'aller à l'étape suivante qui consiste à réaliser de la création monétaire en monnaie locale. De réaliser de la création monétaire en monnaie locale. Actuellement, on ne fait pas ça. Hein. Pour l'instant, on ne fait que changer des euros en monnaie locale. Mais et oui, tu as bien lu, parce que c'est vrai que cette idée, elle est bousculante et ça se comprend puisque en fait la création monétaire c'est une fonction régalienne. C'est le roi, c'est l'État qui crée la monnaie ou la banque centrale. Et voilà, les faux monnayeurs, on n'a pas le droit de créer des euros. Voilà, c'est totalement interdit. Mais voilà, mais là on ne parle pas de création d'euros, on parle de création de monnaie locale. Donc une création monétaire citoyenne. Donc les monnaies locales, donc on n'a pas osé franchir cette ligne rouge. Et je me rappelle très bien que quand on a lancé les monnaies locales en 2010, donc l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, et ben on était vraiment à se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va l'entôle? Et du coup, ils ont heureusement ils ont bravé leur courage et ils ont créé l'abeille et un réseau de pros, mais il y a très très peu d'argent qui circule. C'est comme si en ouvrant le robinet des banques privées. Donc pourquoi pas, enfin je veux dire, comme on discute, beaucoup de citoyens discutent cette légitimité, pourquoi une banque privée aura le droit de créer de la monnaie et pas les citoyens? Bah, voilà, ça se discute aussi. Hein. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a l'impression de franchir une ligne rouge, mais il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs crypto-monnaies qui ont franchi cette ligne. Je pense à la G1 qu'on appelle la June, c'est une monnaie libre qui a mis en place un dividende universel, par exemple, où chaque jour, je reçois une somme d'argent que je peux dépenser dans le réseau de la June. Voilà. Donc, je nomme celle-ci que je connais bien parce que j'en fais partie. Et ben voilà, donc c'est une forme de création monétaire. Et je suis sûr que si on regarde, il y a pas mal des crypto-monnaies, il y en a à peu près 2000. Il y en a beaucoup qui font de la création monétaire. Le Bitcoin, par exemple, il faut pour créer des bitcoins, il faut faire du minage. Donc, c'est un peu un jargon technique, mais en gros, il faut faire tourner une équation sur son ordinateur pour faire sortir les bitcoins. Voilà, donc c'est une forme de création monétaire aussi. Donc là, nous sommes dans une zone grise juridique. Est-ce qu'on a le droit de créer des monnaies locales? Alors, si on se lance dans ce projet, il y a quelques conditions à respecter. La première, c'est que si on crée de la monnaie locale, il faut interdire les reconversions en euros. Évidemment, parce que sinon, ça reviendra à créer des euros, ce qui est totalement interdit. Donc, la reconversion, c'est en gros, on n'aura plus le droit de changer monnaie locale en euros. Et puis aussi, très important, il faut prendre le temps de discuter avec les parties prenantes de la monnaie locale. Il faut que cette décision soit prise tous ensemble parce que bah, il faut que les pros soient OK, que les utilisateurs, bon, les utilisateurs, il y a des grandes chances qu'ils soient OK, les pros, les acteurs de la monnaie locale, etc. Il faut que tout le monde soit partie prenante pour que tout le monde soit vraiment. Parce qu'il y aura plein de problèmes à résoudre les premières années, évidemment. Donc, il faut que tout le monde soit dans une dynamique vraiment de construction. Alors, pourquoi est-ce que cette idée arrive maintenant et pas il y a 5 ou 10 ans? Bah, d'une part, parce que donc, on a beaucoup appris de ces années de pratique des monnaies locales. Donc, on sait maintenant comment créer les billets, comment créer la monnaie numérique, comment développer un réseau de professionnels et d'utilisateurs, communiquer, tout ça. Mais en fait, cette idée que je vous présente, elle n'est pas possible si on n'a pas la monnaie électronique. Et donc, la monnaie électronique, elle vient juste d'arriver. Donc, rien que pour cette raison, on n'aurait pas pu faire ça avant. Alors, pourquoi on a besoin de monnaie électronique? D'une part, parce que imaginez qu'on mette en place un revenu de base en monnaie locale. Voilà. Et qu'à la Gonette, par exemple, il y a 2000 utilisateurs. Eh bien, on ne va pas s'amuser à envoyer par la poste des coupons, des billets à tout le monde. C'est ingérable. Et puis, la deuxième raison,
c'est que on a besoin de suivre les flux monétaires au sein du réseau. Et avec les billets papier, on n'y arrive pas ou très très mal. Donc la monnaie électronique nous permet de voir exactement où est-ce que l'argent va s'accumuler, où est-ce qu'elle va être rare, et ça nous permettra de mieux paramétrer la création monétaire. Et puis pourquoi maintenant? Parce qu'il y a la crise du Covid qui a stimulé beaucoup de réflexions chez beaucoup de gens. Et puis, c'est marrant parce que beaucoup d'idées qui semblaient complètement folles avant le Covid sont devenues discutables. Voilà, j'aurais pas mal d'exemples, notamment il y a pas mal, notamment l'Espagne qui est en train de considérer la mise en place d'un revenu de base. Il y a l'Italie, il y a une petite ville en Italie qui pense créer de la monnaie aussi au sein de sa ville. Il y a la Banque centrale européenne qui est en train de discuter du hélicoptère monnaie, donc une création monétaire pour les citoyens. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais en tout cas, c'est des choses qui sont discutées en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça va changer cette idée de création monétaire en monnaie locale? Il y aura donc 4 changements majeurs. La première chose, c'est que ça ouvre la possibilité de mettre en place un revenu de base en monnaie locale. Ça, c'est vraiment une très grande idée parce que ça va donner du pouvoir d'agir et du pouvoir de choisir ce que je fais de ma vie, en fait. Et alors, le revenu de base, c'est une bonne idée, mais si on donne un revenu de base en euros, le risque, c'est que les gens vont commencer à dépenser tout cet argent dans les supermarchés et ça pourrait contribuer à aggraver la catastrophe climatique et environnementale. Donc, le fait de donner un revenu de base en monnaie locale, ça permet de faire en sorte que cet argent injecté va aller vraiment chez des acteurs qui respectueux de l'humain et de la nature. Le deuxième changement majeur, c'est les monnaies locales vont pouvoir soutenir les pros en difficulté. Et il y en a beaucoup en ce moment. Voilà, des pros, même peut-être des particuliers potentiellement aussi. On pourra aussi faire de l'aide à la création d'entreprises. Par exemple, si on se rend compte que à Lyon, par exemple, on aimerait bien mettre en place une centrale photovoltaïque ou des composteurs dans tous les quartiers, et qu'il y a des porteurs de projets, des jeunes là qui ont envie de créer cette entreprise pour 50 000 gonettes pour qu'ils démarrent. Voilà, donc ce serait vraiment assez utile. Et puis, le dernier point, c'est que les projets de monnaie locale, donc les équipes monnaie locale, sont aussi en sous-effectif parce que justement, elles ont du mal, c'est assez instable. Donc, on pourrait très bien créer de la monnaie pour payer les salaires des acteurs des monnaies locales et de faire en sorte qu'on ait une équipe suffisamment forte pour faire en sorte que la création monétaire, que la monnaie circule bien dans le réseau et qu'il n'y ait pas d'accumulation. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé des 4 bénéfices, je vais vous parler des 5 étapes pour le mettre en œuvre. Voilà. Donc l'étape 1, c'est de décider pour faire en sorte que toutes les parties prenantes aient vraiment intégré les conséquences de ce choix, mais aussi les promesses de ce choix, mais aussi les risques qu'on prend. Voilà. Et faire en sorte, notamment surtout, et donc l'étape 2, on rassemble tous les acteurs de la monnaie locale et on va prendre des décisions très importantes qui sont, je surveille l'heure, voilà. Il me reste plus beaucoup de temps. Voilà, en tout cas, on va décider de créer 100 000 équivalents euros, donc 100 000 gonettes par exemple si on est à Lyon, ou plus ou moins, hein, chacun va décider ce qui est confortable. Et puis ensuite, on va décider une deuxième chose, c'est une fois que cet argent a été créé, comment on le répartit. Donc, est-ce qu'on met en place un revenu de base? Est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on va faire du soutien aux pros en difficulté? Est-ce qu'on fait du soutien aux porteurs de projets? Quelle proportion on donne pour ça va ressembler beaucoup à voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ça va ressembler à un budget participatif en fait.
Une fois que c'est parti, qu'on a créé l'argent et qu'on l'a réparti dans les 4 sphères, eh ben, on va maintenant passer à une phase d'observation minutieuse, de voir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que va cet argent. On sait par expérience que les épiceries, par exemple, reçoivent énormément de monnaie locale. Donc, on va surveiller de près les épiceries, mais aussi les restaurants et les cafés. C'est vraiment les acteurs, tout ce qui est lié à l'alimentaire reçoit beaucoup de monnaie locale. Donc, quels sont les acteurs qui en reçoivent beaucoup? Où est-ce que l'argent s'accumule? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils réussissent à la faire circuler? Quels sont les acteurs qui en reçoivent peu? Donc les zones de rareté monétaire. Et comment faire en sorte que ces acteurs qui en reçoivent peu, bah, en reçoivent par ceux qui en reçoivent beaucoup. Et l'étape 4, ça va être une étape de bilan. Donc peut-être un an après, on va commencer à regarder tous ces chiffres et on va faire un vrai bilan, peut-être avec un questionnaire, de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a été négatif? Le revenu de base, est-ce que ça a été positif pour les utilisateurs? Est-ce que c'est bénéfique pour les pros ou néfaste? Est-ce qu'il faudrait plus ou moins de monnaie? Voilà. Et du coup, l'étape 5, bah, c'est l'année suivante, après avoir fait le bilan. On va dire, bon, bah voilà, maintenant on va être à l'année numéro 2. Est-ce qu'on décide de modifier les conditions? Est-ce qu'on garde les mêmes? Est-ce qu'on garde le même montant? Est-ce qu'on l'augmente ou est-ce qu'on le réduit? Et puis la répartition aussi. Est-ce qu'on met plus dans le revenu de base cette année et un peu moins dans l'équipe Gonnet ou dans l'équipe monnaie locale? Donc voilà, ça va être des décisions à prendre d'une année sur l'autre, dans une dynamique vraiment d'apprentissage et d'intelligence collective. Voilà, on va améliorer le système en permanence. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi décider d'arrêter l'expérimentation. Si on se rend compte qu'en fait, cette création monétaire a posé des problèmes, qu'il y a beaucoup d'acteurs de pros qui ont quitté le réseau parce que c'était trop dur pour eux, et ben peut-être qu'on va dire bon bah c'était pas une bonne idée et puis on arrête. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est réversible. Voilà, on peut très bien revenir en arrière si l'idée n'était pas pertinente, si c'était ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul à réfléchir à ça. D'ailleurs, je voulais rendre hommage parce que l'idée, moi, elle m'est venue de Patrick Vivray, qui est un des membres, vraiment des précurseurs des monnaies locales en France et qui est un des membres fondateurs du mouvement Sol. Et c'est lui qui m'a mis l'idée dans la tête et cette idée ne me lâche plus maintenant en disant, bah voilà, peut-être qu'on pourrait passer à l'étape de créer de la monnaie. Et il proposait même de, de dire que plutôt que de dire qu'on crée de la monnaie, on va dire on ne fait que récupérer l'argent de l'évasion fiscale qui nous échappe. Et du coup, on, on organise des jumelages entre les monnaies locales et les paradis fiscaux. Et puis, on fait que, quelque part, si la gonette est liée à Panama, par exemple, ou la pêche à Montreuil est liée à Panama, eh ben, on va dire, voilà, Panama, il y a à peu près 1 milliard chaque année qui échappe de la France à Panama, et ben, on va récupérer cet argent sous forme de création monétaire. Donc, c'était un peu ça l'idée initiale. Et aujourd'hui, il y a je sais que j'avais discuté avec des acteurs de la pêche, et notamment Bertrand, qui est peut-être encore en ligne, et on y réfléchissait à cette idée. En fait, la pêche sont vraiment en train de réfléchir à ça. Donc, c'est la monnaie locale de Montreuil et Paris. Il y a des personnes à la Muse, à Angers, qui réfléchissent à ça, à la Gonette à Lyon, le lien à Saint-Étienne, et donc Patrick Vivray, dont j'ai parlé avant. Donc voilà, petit à petit, cette idée quand même fait son chemin. Donc, c'est ma dernière diapo. Donc, c'est une affaire à suivre, évidemment, puisque c'est encore à l'étape d'idée pour l'instant. C'est un projet ouais, je mesure qu'il y a un énorme potentiel transformateur parce que ça pourrait permettre de financer vraiment tous ces acteurs, ce que j'appelle la forêt qui pousse, tous les acteurs économiques qui respectent toutes ces valeurs environnementales, sociales et locales. Voilà. Donc ça pourrait leur donner énormément de force et ça donnerait aussi beaucoup de pouvoir aux citoyens par ce revenu de base qui pourraient choisir leur activité, qui pourraient peut-être se lancer. Il y a peut-être il voulait peut-être lancer une entreprise. Peut-être, moi, par exemple, j'ai envie de m'installer dans un éco-village. Et ben, ça serait très utile pour moi d'avoir un revenu de base pour que je puisse me dédier à la création de ce village sans me préoccuper de mes revenus, en fait. Par contre, c'est un projet d'ampleur qui doit être vraiment préparé. Voilà, on ne fait pas ça à la va-vite. Il faut avoir une équipe projet solide et la plus transversale possible. Et comme je vous le disais, je l'ai déjà dit 2 fois, mais c'est hyper important de consulter les parties prenantes.
Et puis, c'est excitant et nous n'avons pas de temps à perdre parce que c'est vrai qu'on est une situation historique où, avec l'extinction, enfin, les problèmes de biodiversité, d'extinction des espèces, les problèmes climatiques qui sont en train de s'intensifier, les problèmes aussi de crise économique où il y a de plus en plus de gens qui galèrent. Enfin, voilà, on est vraiment dans une époque où on sent qu'il faut faire un changement assez radical parce qu'on voit que ça ne marche pas à notre système actuel, ou pas assez bien. Et puis la crise du Covid, peut-être c'est l'événement, peut-être déclencheur, peut-être une opportunité pour essayer des idées qui semblaient folles, comme celle-ci, et peut-être que d'un seul coup, elles sont possibles. Donc voilà, il me reste qu'à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et ben maintenant, donc à la suite, donc on va en discuter tout de suite, mais si à la suite vous souhaitez aussi échanger avec moi, et ben n'hésitez pas, je crois que je laisse mon email si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions aujourd'hui. Voilà, bah merci à beaucoup à tous. Et Timothée, je te rends la parole. Merci. Ouais, merci Nicolas, merci beaucoup pour ta présentation. On sent que ça t'anime vraiment et que ça te passionne, quoi, hein. Donc, merci beaucoup Oui, pour ton partage. C'est très enrichissant. Avant de prendre les questions parmi les participants, moi j'aurais une ou deux questions. La première, donc tu parles de création monétaire au niveau local et tu parlais d'un flou, d'une zone grise juridique. Est-ce que tu sais quels sont les freins juridiques qu'on aurait aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a et lesquels sont-ils? ben, en fait, il n'y a aucun texte à ma connaissance, hein. Après, moi, je ne suis pas expert en juridique, mais il y a pas de texte qui encadre les monnaies locales et qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de la création monétaire en monnaie locale. Il y a juste, c'est pour ça que j'appelle une zone grise. Il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a rien qui l'autorise. Mhm. Parce que c'est jamais arrivé et que du coup, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas le droit de créer des euros. Ça, c'est encadré, voilà. Mais et c'est pareil pour pour les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui font de la création monétaire. Ça pose problème. J'avais rencontré des personnes de la Banque de France, par exemple, qui ils se préoccupaient pas trop des monnaies locales, mais par contre, ils se préoccupaient beaucoup des crypto-monnaies parce que c'est des systèmes très difficiles à réguler puisqu'ils sont souvent anonymes. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont. Enfin, je parle pour le Bitcoin en partie. Et du coup, ils étaient préoccupés par ça. Ben voilà, donc il y a vraiment un vide juridique pour moi, peut-être à combler, quoi. Mais du coup, moi j'aime bien fonctionner en disant, bah voilà, on se lance et puis la législation, c'est ce qui se passe en général. La loi, elle suit la réalité, quoi. Elle encadre l'existant. C'est ce qui s'est passé quand on a créé les monnaies locales en 2010. Il n'y avait pas de texte qui les encadrait, mais du coup, le fait qu'il y en ait 10, 20, 30 en France, et ben à un moment donné, l'État, il a créé un texte de loi, ce qu'on appelle la loi Hamon, qui encadrait l'économie sociale et solidaire et qui Ouais. a intégré un article sur les monnaies locales complémentaires en les encadrant, en disant il faut que vous respectiez telle et telle règle. Donc la loi, elle est venue après les expérimentations. Donc je D'accord. pense qu'il se passera probablement la même chose. Et tu parlais qu'il y avait à peu près 82 monnaies locales en France sur 200 dans le monde. Donc c'est énorme, hein, pour Ouais, ce ouais, quota français. oui, Est-ce que tu as une idée oui, oui. pourquoi les Français ont cet engouement pour les monnaies locales? Hmm. Bah, c'est vraiment une bonne question. J'avoue que je saurais pas dire. Bon, C'est en quand tout même cas, c'est étonnant, un quoi. peut-être que c'est peut-être l'esprit révolutionnaire des Français. Je sais pas. Le fait d'être indigné Hmm. de d'être il n'y a pas que nous qui sommes indignés, hein. Bah, après, il n'y en a pas qu'en France. Il y a une grosse dynamique en Belgique, en Angleterre, en Suisse aussi. Voilà, il n'y a pas qu'en France, mais c'est vrai qu'en France, il y en a vraiment beaucoup. Et peut-être parce que c'était une des premières à l'abeille et que du coup, comme il y a un réseau qui s'est mis en place très rapidement en France, le réseau des monnaies locales complémentaires et citoyennes, qui organisait chaque année une rencontre des monnaies locales, et voire même 2 rencontres par an. Et le fait qu'il y ait ça, bah, ça a permis vraiment de créer une dynamique, une contagion, un aspect un peu viral qui fait que ça s'est propagé très vite en France grâce à ce réseau. Donc je sais pas, ça peut être expliqué en partie. Ok, ça Mais c'est marche. un peu un mystère quand même. Bah oui, c'est étonnant, quoi. Ok, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants qui sont présents?
pour Nicolas. Sinon, moi, j'avais une autre question. Oui, Bruno, bonjour. Oui. Bruno, vas-y Bruno, je t'en prie. Bon, Ah, il y a Bruno qui a une question. Vas-y Bruno. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est que c'est d'abord remercier de tout. Je partage tout à fait puisqu'on est sur une monnaie locale qui s'appelle la Gabar, qui était sur la carte présentée tout à l'heure, qui s'étend d'ailleurs au Loir-et-Cher maintenant, mais qui est effectivement tout à fait dans le schéma et dans le constat diagnostique présenté très clairement par Nicolas. Hein. Et, effectivement, beaucoup de monnaies locales anciennes, nous on n'est pas si vieux, pareillement nés il y a 3 ans, quoi. Donc dans la foulée et l'enthousiasme de demain. Après quand même beaucoup de réflexions, mais c'est vrai qu'on bute aujourd'hui sur, d'une part, peut-être un manque de prise de conscience que l'associatif, dans ce domaine-là, tend de plus en plus vers quand même une professionnalisation, mais qu'on peut difficilement mettre en œuvre avec des bénévoles et sans outils et sans équipe permanente. Donc tout ça, ça a été évoqué. L'autre problème, c'est qu'effectivement, on a souvent tendance à suivre des modes. Donc, ce qui peut expliquer le contexte d'aujourd'hui, c'est effectivement qu'on a des opportunités liées à la transition, c'est vrai. Il y a une grosse action menée par les groupes transition. La monnaie locale fait partie de la 30e mesure, on pourrait dire. Donc, c'est quand même une chose importante aussi dans le contexte de ceux qui veulent faire de la transformation. Mais concrètement, c'est comme partout. Quand les associations n'ont pas toujours la stabilité et la permanence, on n'arrive pas forcément à traduire dans les faits en quoi une monnaie locale, et j'aime beaucoup la manière dont c'était présenté également par rapport aux enjeux, parce qu'ils sont bien là, peut être un outil au service des transitions générales, dont on voit clairement que c'est beaucoup d'axes de travail et que, étant donné que c'est un écosystème et que la monnaie a pour but justement de faire vivre un nouvel écosystème, beaucoup de gens n'ont pas compris encore, ou on n'a pas su encore exprimer, même si beaucoup de gens le ressentent, en comment faire pour que ça devienne vraiment un bel outil. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une marche qualitative à trouver. Il est certain que lorsqu'on se dit, et c'est peut-être ça quand même l'essentiel, c'est que même si on pouvait, si on se dit qu'il y a peut-être une porte de sortie, un 2.0 qui peut effectivement se mettre en œuvre, la base reste quand même la construction même du modèle de circulation, comme dans toute transition. Et c'est vrai que ça peut être un plus d'être en situation de créer un flux nouveau de monnaie locale qui n'est plus assise sur l'euro. Mais par contre, pour que ça fonctionne, il faudra toujours que le réseau tourne. Donc finalement, même dans cette nouvelle hypothèse, j'ai le sentiment quand même qu'on se retrouve avec les enjeux qu'aujourd'hui on a déjà. Alors par contre, c'est vrai qu'on a mûri, le numérique devient une nécessité, parce que les pros, même aujourd'hui en euros, ils ont besoin de fonctionner en numérique. Les réseaux de distribution évoluent énormément, que ce soit les AMAP, tous les marchés chez le producteur, voilà, et ce qui fait que la monnaie doit être naturellement prise en compte. Alors nous, notre point est un peu modeste dans l'affaire, c'est de se dire, OK, on regarde ça de près, et c'est vrai que Nicolas a bien rappelé qu'il y a une dynamique au niveau tant du mouvement sol que du réseau des monnaies complémentaires, au niveau national, des groupes de travail, y compris sur ces thématiques-là. Hein. Mais c'est vrai que nous, localement, on a du mal à se dire comment passer le cap. Et donc, plutôt que d'aller vers ça, tout en ayant bien sûr cette hypothèse en ligne de mire, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité à continuer à retravailler en simplifiant les choses. Donc, simplifier les choses, c'est la fonte. Bon, la théorie, c'est bien. Ce qu'on a vu il y a 3 ans, c'est bien. Mais on va arrêter la fonte parce que tant qu'on n'est pas dans un circuit efficace, si c'est pour rembourser au bout de 1 ou 2 fournisseurs, c'est pas la peine. Donc, on va gérer beaucoup pour pas grand-chose. Les gens ont l'impression d'être prélevés sur des malus, alors que c'est plutôt… Mais si le SCOL fait, c'est qu'ils ont aussi su créer leur réseau. Donc, je pense qu'on est plutôt dans cette logique-là, de supprimer tout ce qui est un frein ou vécu comme un frein, faire en sorte qu'un euro
transformés en gabarres, c'est toujours bienvenu aujourd'hui, c'est possible. Les fonds, nous, on va se les développer essentiellement par une relance de la collecte de cotisation, hein, parce que quand on a 10 000 porteurs, alors qu'on en a peut-être que 200 aujourd'hui, bah, c'est quand même mieux pour faire vivre la monnaie locale. Et puis, l'idée, c'est de… Alors, l'amorce que l'on veut faire, c'est effectivement de… Bruno, est-ce que tu peux préciser ta question pour qu'on puisse avoir le temps? Bah oui, excusez-moi, c'était pas une question, c'était plus une Moi, j'ai une interrogation. La phase passons d'une étape 1 à une étape 2, on se dit on n'est peut-être pas tout vu encore dans l'étape 1. Voilà. Et donc, on va plutôt, la question qu'on se pose, c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas profiter de la période de transition pour ancrer avec les pros, effectivement, le travail d'échange et peut-être lancer plutôt des crowdfunding, des appels à cagnotte et qui permettent d'amorcer ce genre de réflexion. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a développé le numérique, parce que c'est vrai que le point principal, ça va être dans le numérique, c'est de passer à l'étape proposée par Nicolas. Et je me demande s'il n'y a pas une… Alors la question, c'est est-ce qu'il n'y a quand même pas une étape intermédiaire? Excusez-moi d'avoir été long. Bah, merci du partage, Bruno. Bah, par rapport à l'étape intermédiaire, effectivement, parce que c'est vrai que c'est comme une grosse marche de faire de la création monétaire, même si d'un côté c'est hyper facile, mais d'un autre côté, il y a des enjeux, quoi, des conséquences potentielles. L'étape intermédiaire, pour moi, ça sera si les collectivités rentrent en scène et comme je le disais, elles injectent elles-mêmes de l'argent public dans les monnaies locales, sous forme de valorisation des COJAS, comme je vous le disais. Elles peuvent très bien soutenir, comme je vous disais, les personnes qui font du covoiturage ou du vélo ou du compost et leur donner peut-être, si je ramène 2 kilos de compost, on me donne 10 gonettes peut-être. C'est des petites choses, mais… Ou alors ils pourraient payer les salaires des salariés de la mairie partiellement en monnaie locale ou une partie des subventions en monnaie locale. Et c'est sûr que ça injecterait de la monnaie locale dans le réseau et ça ferait connaître et ça augmenterait les volumes en fait. Et ça, ce serait totalement légal à peu près. Enfin, ce sera une marche moins grande, quoi. Mais pour ça, on dépend des collectivités qui sont assez frileuses. Et moi, je commence peut-être à m'impatienter et me dire, mais j'en ai marre d'attendre que les autres nous suivent. Et, alors qu'on peut le faire nous-mêmes, en fait, avec un tableau Excel, créer de la monnaie, quoi. Mais c'est intéressant d'explorer toutes les pistes après. Merci. Ça marche. Yannick avait levé la main. Tu as une question? Moi, j'avais une question. C'était ma question par rapport à la June. En fait, parce que la June fait déjà la plupart des choses que tu dis, donc j'ai l'impression que je dois rater quelque chose. C'est quoi la différence en fait Oui, tout à fait. La June, c'est vraiment intéressant parce que eux, ils ont réglé le problème du pouvoir d'achat, puisqu'on touche un dividende tous les jours. Et moi, je suis inscrit à la June depuis 3 ans. Je crois que j'ai au moins 2000 crédits sur mon compte. Mais le problème de la June, c'est que y a très peu de professionnels qui l'acceptent. Donc c'est bien pour faire des échanges de biens et de services entre particuliers, plutôt en mode comme un CEL, un système d'échange local. Où, par exemple, moi j'ai acheté un grille-pain d'occasion en June, j'ai acheté un téléphone portable d'occasion en June. Mais par contre, si je veux faire mes courses alimentaires ou si je veux acheter des trucs un peu plus conséquents, en June, il n'y a pas une offre très conséquente. Et pour moi, l'idéal, ça serait de coupler une June avec une monnaie locale. Parce que d'un seul coup, j'aurais du pouvoir d'achat et je pourrais dépenser dans le réseau pro, aller à la Biocoop, aller au cinéma, aller… Enfin voilà. Donc, il faudrait le meilleur des deux systèmes pour moi. D'accord. J'ai une question. Ça te va, Yannick? Ouais, alors mais du coup j'ai l'impression que le passage de la June à ce que tu veux plutôt que le passage de la monnaie locale à ce que tu veux, il y a une barrière qui est plus petite, non? Parce que tout le défi technologique a déjà été résolu et il y a le code qui est en open source, donc tu peux juste prendre leur code et puis jouer avec, non? Non, mais je suis d'accord que s'il y a des pros qui rentrent dans la June, c'est sûr que le problème est résolu, quoi. Donc moi je les soutiens pour faire ça, mais c'est difficile de… Enfin, je ne sais pas pourquoi les pros, ils rentrent pas dans la June. On est à manger. Ouais. Oui, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ouais, j'essaye d'intervenir depuis un quart d'heure, mais pas la main. Alors, allez-y, Roland. Allez-y. Voilà, non, moi, j'avais une question concernant la Convention citoyenne qui réfléchit à la transition complètement. Ouais.
et qui, dans les propositions, me semble-t-il, n'a pas retenu justement cet aspect de la monnaie dans la possibilité du changement. Enfin, je crois, parce que moi, j'ai suivi un peu Derrida et d'autres gens, mais je n'ai pas l'impression que sur cette convention qui représente un poids peut-être assez important, peut-être, dans le changement, dans un changement qui soit plus sociétal, parce que finalement, le local, Derrida, il est aussi pour une monnaie locale, mais nationale, à savoir qu'il peut passer à un stade supérieur, c'est-à-dire pas uniquement très régional ou autour des villes, mais aussi nationale, c'est-à-dire une monnaie qui soit parallèle à la monnaie, à l'euro, mais qui donne une forme d'indépendance. Enfin, moi, je ne connais pas très bien, mais ce que j'ai retenu. En tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est que la Convention citoyenne, qui réunit 150 personnes, qui va remettre son document, je n'ai pas l'impression que la monnaie soit au centre de leurs préoccupations. Je me demande bien pourquoi. Voilà. Ouais. Je veux bien réagir à ça, Roland. Merci pour ce partage. Parce que d'une part, je connais bien Philippe Derrida et effectivement, son idée, elle est très intéressante. Ça ressemble à ce que je propose, sauf que lui, c'est au niveau national. Il y a un organisme qui va créer une monnaie particulière et qui aura des valeurs écologiques et sociales et qui pourra permettre d'amorcer plein de chantiers importants. Mais disons que c'est plus à l'échelle nationale. Donc non, mais je le soutiens aussi. Si son idée elle émerge, moi je serais content, clairement. Et effectivement, Philippe Derrida a proposé à la Convention citoyenne, que je suis très près aussi. Et effectivement, il a proposé son idée comme d'autres l'ont proposé. Et effectivement, la Convention, ils n'ont pas résolu du tout le problème de où est-ce qu'on va trouver l'argent pour répondre aux enjeux qu'ils ont là, de réduire 40% les émissions de gaz à effet de serre. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont proposer au final, mais c'est clair que moi je leur ai dit aussi que s'ils ne s'attaquent pas à cette question du financement, eh ben on va encore comme toujours dépendre du gouvernement et être limité, quoi. Donc bon, on va voir. Après, c'est la première convention. Peut-être qu'il y aura une deuxième convention citoyenne plus axée sur revoir le système financier. Non, mais moi, je l'espère, ça serait génial. Non, mais moi, ce qui me paraissait, parce que je pense que la monnaie, cet aspect, cette approche de la monnaie est fondamentale pour un moment de transition, parce que sans changement d'organisation monétaire, on va tourner en rond et on va être toujours dépendant. Et donc, j'ai été étonné qu'ils ne prennent pas la monnaie à bras le corps comme thème de transition. Pareil. J'étais comme vous. Ok, il y a d'autres questions. Il y a donc Adrien, il y a Séri, il y a Yannick et il y a Bruno qui ont levé la main. Donc, je propose Adrien, vas-y. Adrien, il faut que tu allumes ton micro. Ah, oui, merci. Ouais, donc du coup, j'avais une question moi autour de la masse monétaire et de la destruction monétaire. Du coup, j'ai entendu la G1 verse un dividende universel, mais du coup, est-ce qu'il y a une contrepartie de destruction monétaire ou est-ce que c'est juste on fait monter la masse à chaque fois? Donc ça, c'est la question. Parce que je m'étais dit, j'avais vu un exemple, je crois, de monnaie locale qui faisait de la dévaluation, c'est-à-dire que si tu la dépensais pas, elle baissait de valeur, ce qui permettait de favoriser la circulation. Mais ça ne résout pas le problème du pro qui va accumuler des trucs parce qu'il va se dire déjà, je n'arrive pas à la dépenser et en plus, on me l'enlève. Du coup, la question sous-jacente, c'était est-ce que finalement, ce ne serait pas intéressant de garder une sorte de banque comme NF, mais à l'échelle régionale qui s'occuperait de gérer les stocks de monnaie qui ne sont pas utilisés finalement. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des monnaies qui ont ce genre d'approche? Parce que le pro, il n'a peut-être pas envie de gérer son surplus d'argent local, quoi. Ok. Je veux bien essayer de répondre. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais ce que j'entends, c'est que tu dis que se passe-t-il s'il y a trop de monnaie qu'on veut réduire la masse monétaire, s'il y en a besoin. Non. C'était pas ça la question. J'ai la réponse là de Yannick qui disait que la valeur de la G1 baisse chaque jour. Parce qu'en gros, si tu crées de la monnaie tout le temps, tu vas créer de l'inflation. Donc, du coup, je comprends ça. Et la deuxième question, elle porte sur est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir
une société coopérative finalement qui gère l'épargne des pros, tu vois, comme un conseiller en gestion de patrimoine, mais sur une échelle locale. Ah oui, qu'on puisse épargner sa monnaie locale sur un compte épargne à la banque. Ouais. Mais dans un truc vraiment local qui porte les valeurs Ouais. du système. Eh ben, oui, ça serait intéressant comme idée. On est en discussion avec la NEF, là, des monnaies locales, pour justement imaginer Par exemple, là, on a notre fonds de garantie à la NEF là, pour la Golette. Et du coup, on a un partenariat avec eux pour dire, voilà, notre fonds de garantie, on aimerait bien pouvoir l'orienter vers tel pro ou tel pro ou tel pro. Donc, on commence à faire des choses, c'est encore assez timide, mais ça serait intéressant que la NEF propose d'autres choses. Mais le truc, c'est que nous, on est vraiment. Enfin, moi, ce que je propose, c'est vraiment à l'échelle très locale. Donc, il faudra que ce soit une banque vraiment que locale, quoi. Enfin, disons. Voilà, mais ouais, mais ça, ce sera des questions que je me poserai peut-être après, quand on sera face à de nouveaux problèmes de circulation monétaire. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi plus en détail à ce genre de choses, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question de la part de Séri? Séri, tu avais posé une question sur le chat. Est-ce que tu souhaites intervenir? Ou bien Bruno? Je me permets, merci, de reprendre très rapidement. C'est juste une remarque. Je crois que ça répond peut-être à une des questions, c'est que ce soit en June ou même dans un nouveau système, à partir du moment où on n'est plus en euros, et si on raisonne à la place des pros, et même si les pros partaient dans une logique, comme on l'évoquait tout à l'heure, la plus vertueuse possible, de faire circuler au maximum la monnaie locale, il y a bien un moment où il faut que ça sorte en euros. Il faut que se payer des impôts et des charges, des cotisations. Donc je pense que leur problème, il est souvent là. Il y a aussi globalement une question, alors ce n'est pas le problème juridique tel qu'on l'évoquait tout à l'heure, mais ça fait partie des zones grises, on va dire plutôt comptables et fiscales quand même. C'est comment un professionnel doit pouvoir avoir une double compta peut-être, ou je ne sais pas comment faire pour justifier de son activité, puisqu'il va à un moment donné faire circuler ses avoirs et ses stocks, etc., avec une monnaie qui est quand même, au bout du bout, comptée par le contrôle en euros. Voilà, donc je pense qu'il y a ce problème de gestion peut-être à clarifier pour justement montrer que même si ce n'est pas une création monétaire d'euros, ça reste quand même une création monétaire qui légitime une richesse, et cette richesse doit être reconnue et donc fiscalisée pour l'État. Hein. Voilà. Bien sûr. Oui, carrément, oui, c'est important que les impôts soient, la TVA soit payée sur toutes les transactions en monnaie locale ou en euros, comme on le fait actuellement. Donc ça changera pas. Les outils doivent pouvoir les accompagner si on en crée. Ouais. Comment on fait aujourd'hui, du coup, je rebondis sur ta question, Bruno, comment on fait un boulanger qui reçoit de la monnaie locale pour son système de comptabilité? Comment c'est fait concrètement? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il peut le comptabiliser, sa monnaie locale en caisse. Alors certains le font comme de l'euro, hein, ils mélangent tout, ils s'arrangent avec leur comptable. Ils ont parfois aussi la possibilité effectivement de rentrer comme un autre commerçant rentre des tickets restaurants. Vous voyez, le problème c'est que rapidement, s'ils ne trouvent pas le débouché auprès d'un salarié, auprès d'un fournisseur, même de farine locale, etc., rapidement, il peut nous rappeler, et même si lui-même n'est pas dans la logique de l'utiliser pour ses propres besoins familiaux, parce qu'il fait ses prélèvements aussi, rapidement, ça repart à ce qu'on appelle reconversion, quoi. Donc, il retourne à l'euro parce qu'à un moment donné, il se dit, ou même un professionnel qui est en bout de chaîne, nous prenons un marchand de bière ou un fabricant de savon, ils sont souvent ils fournissent, mais ils n'ont pas toujours beaucoup de fournisseurs. Et donc, ces gens-là, à un moment donné, nous disent, moi, j'ai des gros retours, il faut m'en prendre une partie, quoi. Il faut faire de la reconversion. Donc, tant qu'on n'a pas bien travaillé les circuits, on reste dans cette problématique. Et le fond du fond, c'est qu'ils ont besoin de revenir en euros pour payer leurs charges. Enfin, je schématise, quoi. Donc, on aura ce problème-là, y compris dans l'autre version, quoi. Ok, d'accord. Et une question de Bertrand? Oui. Vous m'entendez? Bertrand. Bonjour. Salut. Tiens, j'avais une petite précision à faire avant, parce qu'on a parlé des
monnaie locale, pourquoi elle s'était autant développée en France. Et j'ai une hypothèse qui est que, on a parlé tout à l'heure de Philippe Desruder. Et en fait, il avait passé pas mal d'années à faire des conférences localement un peu partout en France et en parlant de monnaie locale. Et je crois qu'en fait, il a semé des graines un peu partout. En tout cas, je suis sûr que la première monnaie locale, elle est liée à une conférence qu'il a faite, effectivement. C'est vrai. Après, je pense que dans les nouvelles monnaies locales, il y en a pas mal qui le connaissent moins ou voire plus du tout. Et c'est très amusant d'ailleurs, parce que c'est une des personnes qui a fait des manuels sur la création de monnaie locale. Donc, mais je pense que ça a eu un impact énorme. De même qu'au Brésil, c'est la monnaie locale de Las Palmas. On appelle ça. C'est ça. Oui, la Banco Palmas, ouais. Banco Palmas, voilà. Qui a généré, je crois, à peu près 80 monnaies locales au Brésil. Donc, c'est parti d'une initiative qui a essaimé ensuite. Voilà. Mais Bertrand, j'ai une question pour toi. Si tu... Oui, non, parce que j'aime bien ton hypothèse de Ruder. Je pense qu'effectivement, il a joué un rôle important en France. Mais le fait qu'il habite à moitié en France et à moitié au Québec, comment expliquer qu'il n'y a pas eu le même engouement au Québec, quoi, où j'imagine il doit aussi donner des conférences. Mais il faudra lui poser la question. En tout cas, ils ont créé une monnaie locale là où il est, je crois. Et il essaye de le faire au Québec, mais je ne sais pas pourquoi, effectivement. Ça prend moins bien, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il n'est pas québécois. Oui, c'est peut-être ça. Oui, alors j'avais bravo d'abord pour ton exposé, excellent. Merci. Il y a 3-4 petites erreurs, mais je pourrais te les... J'imagine des détails d'experts. Voilà. Par exemple, une chose qui est intéressante, c'est le fait que tu as dit qu'il y a 90% de la création monétaire qui est faite par les banques commerciales. C'est ça, hein? Toi, tu vas me dire que c'est 100 ? C'est une chose qui se dit partout, mais je ne comprends pas ce que sont ces 10% restants. Bah oui. Je mets une réserve. Parce que mais moi, je pense que c'est 100 aussi, mais je dis 90, que c'est ce qu'on m'a dit. Alors, et tu dirais quoi du coup, toi ? L'erreur, elle vient du fait qu'il y a 10% de la monnaie qui est sous forme de billets et de pièces. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des gens qui considèrent que c'est de la création monétaire. Or, ce n'est pas de la création monétaire, pas plus que justement les monnaies locales ne sont pour l'instant de la création monétaire, c'est de la substitution par rapport à une autre monnaie qui a été créée par les banques commerciales. Donc, c'est bien 100% effectivement qui est créé par les banques. Donc, c'est là qu'il faut retrouver un peu de pouvoir par rapport à eux. Alors, j'avais une remarque par contre plus fondamentale. C'est un débat entre nous, mais je crois qu'il est vraiment important. C'est la question de la reconversion. En fait, tu as dit en gros que faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de reconversion pour que ça passe au niveau juridique. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de reconversion, on entend Roland 4. Attends, je vais lui... Hop, voilà, j'ai fermé son micro. Ouais. Merci. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de reconversion, tu vas… Là où les monnaies locales, pour l'instant, sont considérées comme, pour la plupart des gens, n'ayant pas une utilité très grande, ils ne voient pas tellement l'intérêt des monnaies locales. Quand on leur demande c'est quoi l'intérêt d'avoir des monnaies locales, je ne vois pas tellement. Ouais. Alors, nous, on trouve toujours des arguments pour essayer de les convaincre, mais en fait, la plupart ne sont pas convaincus du tout. Et ben, là, en fait, le problème, c'est que tu vas non seulement faire en sorte que la chose ne soit pas très utile de leur point de vue, mais en plus, tu vas créer un énorme boulet. C'est-à-dire que tu as plein de commerçants qui vont dire mais vous êtes gentils, si moi je ne peux pas reconvertir, je ne m'en sors pas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas payer mes impôts, je ne peux pas payer mes fournisseurs, etc. Donc, je pense que si tu fais ça, malheureusement, tu crées un truc qui, au bout de quelques mois, va s'effondrer parce que, tout simplement, il y a une telle interdépendance dans les activités économiques que dans toutes les activités économiques, tu es toujours obligé de te fournir auprès de quelqu'un qui ne va pas avoir de monnaie locale ou qui va être suffisamment éloigné pour ne pas avoir la même monnaie locale. Ça va être très, très difficile de réussir à faire un écosystème qui fonctionne en monnaie locale. Quand je dis très difficile, à mon avis, c'est vraiment impossible en fait. Donc, je ne vois pas. Alors, du coup, la conclusion de tout ça, c'est qu'à mon avis, il va justement falloir oser franchir le Rubicon et dire, voilà, on fait un truc, on ne sait pas si c'est vraiment légal, mais on tente le truc parce qu'il y a de bonnes raisons de le faire.
et ça peut avoir des impacts extrêmement positifs. Et du coup, tu peux convaincre des acteurs locaux, y compris des acteurs politiques, que ça apporte un plus parce que justement, tu vas apporter des revenus à des populations qui sont très en difficulté, ou ça va permettre de créer des activités qui jusque-là n'arrivaient pas à être financées. Et donc, si tu arrives à convaincre tous les acteurs que en fait, ça apporte un bénéfice et qu'en plus, tu fixes des règles qui sont extrêmement précises, que tu ne franchis pas, que tu ne dépasses pas, et qui font que ça n'a pas un impact négatif sur l'activité économique et voilà, le fonctionnement de l'économie en général, je pense que ça peut passer. Mais voilà, il faut, je pense qu'à un moment donné, il faudra oser effectivement dire, voilà, on sait qu'on est à la limite de la légalité, mais on le fait dans un cadre, et comme les monnaies locales quand elles sont nées en fait. Hein. Effectivement, comme tu l'avais bien expliqué, il n'y avait pas de cadre prévu pour ça, et puis finalement elles se sont lancées, et puis le cadre il a été élaboré au fur et à mesure. Je peux réagir avec ça, ce que tu as dit? Non, mais tu as raison. Je pense que le plus gros stress, ça va être pour les pros qui vont se dire, mais attends, je peux plus reconvertir en euros. Qu'est-ce qui se passe? Notamment les épiceries et les cafés, ils vont recevoir vraiment beaucoup. Et je pense qu'il va falloir vraiment les accompagner de très très près. Et du coup, peut-être certains vont vouloir sortir du réseau en disant, non, mais votre truc, c'est n'importe quoi. Voilà, on joue pas à la dinette là. Mais ça pourrait être. Mais là, je pense qu'il y a des effets peut-être qu'on n'a pas imaginés, qui pourraient être contrebalancés. Peut-être que le fait qu'il y ait un revenu de base en monnaie locale, ça va peut-être attirer beaucoup de citoyens. Et du coup, il va y avoir un réseau peut-être de 10 000 citoyens qui vont aller vers ces commerces-là. Et du coup, les commerçants, c'est comme intéressant pour eux d'être visibles et d'avoir des gens qui viennent chez eux parce qu'ils ne vont peut-être pas dépenser qu'en monnaie locale, ils vont aussi dépenser en euros. Et peut-être que ça va quand même faire qu'ils ont quand même un intérêt à être présents dans le réseau parce qu'il y aura une renommée, il y aura tout un engouement autour des monnaies locales. Et du coup, ils vont peut-être y rester quand même pour d'autres raisons de visibilité. Et je me dis, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on teste, en fait, qu'on voit, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours tout imaginer. Et peut-être qu'effectivement, si c'est le cas, que tous les pros sortent du réseau, on arrêtera, quoi. Mais j'aimerais quand même bien qu'on tente l'aventure, quoi, pour voir ce qui se passe en vrai. Alors malheureusement, je pense que la chose, elle est très simple. C'est que si tu prends un café, effectivement, et que tu as plein de gens qui utilisent la gonette et qui payent leur boisson en gonette, tu vas te dire, le cafetier, voilà, il a plein de gens, il est tout content et tout. Sauf que si tu regardes les boissons qui sont servies dans un café, il n'y en a aucune, mais vraiment aucune qui soit produite au niveau local. Il n'y a que l'eau qui peut retirer du robinet. Dès qu'il va avoir un vin, une bière, etc., ils viennent de loin, voire de très loin. Et bon, à part à côté de Lyon, peut-être dans les monts du Lyonnais, tu vas avoir un vin qui vient de là et peut-être qu'il sera payé en gonette. Mais voilà, la plupart des boissons, en fait, sont produites assez loin. Et donc, lui, il va être obligé de payer ses fournisseurs. Donc, et le même problème va se poser au niveau de l'alimentation, évidemment. Donc là, il faut vraiment être super concret sur ces choses-là. Est-ce que vraiment il peut payer en monnaie locale ou pas? Et là, tu vas te rendre compte très vite que ça coince. Je veux bien réagir à ça parce qu'il y a effectivement il y a leurs fournisseurs. Par exemple, il y a des services. Par exemple, l'électricité à Lyon, on peut payer son électricité en gonette. On peut payer son comptable en gonette. On peut payer des coachs. On peut payer des thérapeutes. Enfin, il y a plein de services annexes qui sont communs à pas mal de gens qui seraient payables en monnaie locale. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudra développer. Et puis peut-être qu'on peut. Moi, je serais pour qu'on autorise les pros à dire bon, j'accepte tant de monnaie locale ce mois-ci. Et au-delà de ça, je refuse. Pourquoi pas? En disant, voilà, moi, au-dessus de 5000 gonettes, je peux plus. Donc, je me limite à 5000. Après, j'arrête. Pourquoi pas? Mais tout ça, je pense qu'il y a des solutions. On peut trouver des solutions à plein de problèmes, mais il faut juste en discuter au cas par cas, je pense. Et faire rentrer dans le réseau des pros qui seraient utiles pour plein d'autres pros, quoi. L'électricité, c'est un bon exemple, par exemple. Ou payer ses impôts locaux. Si tu fais rentrer la collectivité d'un seul coup, il y a des points d'écoulement assez communs, quoi. Nicolas, on C'est là que c'est intéressant. va juste prendre une dernière question d'Adrien et puis après on va s'arrêter là, je pense. Vas-y, Adrien. Ouais, merci. Et Bertrand, je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que là, tu dis payer ses impôts locaux dans la collectivité, mais ça sous-entend que la collectivité, elle a pu s'acquitter de toutes ses charges aussi nationales
en Gonet. J'ai l'impression effectivement que sur le papier, ça me paraît, je ne vais pas dire impossible, mais je dis sur le papier, d'avoir une création monétaire sur un État souverain. Parce qu'en gros, si jamais, ne serait-ce que la terre ne t'appartient pas et tout le monde paye des impôts fonciers ou des choses, et si t'es pas, même le propriétaire, il n'est pas vraiment propriétaire parce qu'il paye son impôt à l'État. Et donc, si tu veux faire un système complètement détaché, finalement, et que tu vas construire un truc à côté, l'État, il va commencer à se… il y a bien quelqu'un qui, à la fin, va devoir soit payer en euros, soit dire fuck, mais l'État viendra chercher son dû, quoi. Et du coup, la question que je me posais en même temps que ça, c'était, admettons, on arrive donc bien, avec reconversion ou pas, à mettre en place quelque chose. Comment ça se passe niveau tu vois, par rapport à la TVA, au calcul des indicateurs économiques dans le pays, est-ce que c'est comptabilisé ça avec la Gonette? Comment est-ce que Oui. je te paye un comptable, électricité? Ouais. Toutes les transactions en monnaie locale ou en euros sont comptabilisées. Les pros, ils comptabilisent tout, quoi. En fait, s'ils payent en Gonette ou en euros, pour eux, au niveau comptable, c'est la même chose, au niveau fiscal. Donc ça veut dire tout. Ils déclarent toutes les transactions en Gonette, quoi. Et ça veut dire qu'à la fin, il y a 20% de Gonette qui sont récupérés par l'État, donc qui sont peut-être ouais. détruits. Mais il faut bien mémoriser que les monnaies locales, elles ne vont pas remplacer l'euro. Il y aura peut-être 5% de monnaie locale et 95 d'euros, donc ils auront toujours des euros pour payer leurs charges. Le but, c'est pas de remplacer les euros, quoi. C'est vraiment de venir en plus, quoi. En fait, la TVA, elle est payée grâce aux gens qui payent en euros dans le commerce en question. Oui, effectivement. Elle est payée au début. C'est une grande majorité. Hein. Elle est payée au début, quoi. Ok. Est-ce qu'on s'arrête là, Nicolas? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, comme Bertrand est là et que la pêche fait partie des monnaies locales qui réfléchissent un petit peu à cette question de création monétaire, je sais que j'en ai parlé avec Bertrand. Donc, où est-ce que vous en êtes à la pêche, Bertrand? Alors, déjà, je voulais te dire, tu ne piques pas Panama. Oui, je vous laisse Panama, allez. Je vous laisse Panama, ouais. Non, parce qu'en plus, je crois que sans dévoiler trop de choses, on va probablement fusionner entre Paris et Montreuil. Montreuil étant la ville historique de la création de la pêche, et Paris ayant adopté la pêche, mais en fait, on s'aperçoit que voilà, ça devient trop compliqué parce qu'il y a de la pêche un peu partout maintenant dans la région parisienne. Et donc, on va probablement fusionner. Donc, du coup, ça va être la pêche de Paris, quelque part. Donc, Paris, Panama. Donc, voilà, il faut absolument qu'on chope Panama. Plus sérieusement, j'ai reçu justement un message aujourd'hui d'un des responsables du bureau de la pêche qui m'a demandé pour l'Assemblée générale de fin juin de faire une petite présentation sur notre projet de création monétaire, d'évasion fiscale, etc. Yes. Donc, c'est dans les tuyaux. Wow. Et puis sur Paris, en fait, ils sont partis sur un autre délire qui n'est pas secret non plus, donc je peux en parler, qui est justement de numériser la monnaie de façon à avoir la possibilité effectivement de faire de la création monétaire, de verser un revenu de base, de faire toutes les choses dont tu as parlé. Yes. Alors que jusque maintenant, la pêche était uniquement en billets. Voilà. Donc, on avance bien. Je pense que d'ici quelques mois, on sera en capacité effectivement de faire tout ça. Faire un essai, ouais. Génial, je vous suis de près. On verra si on rentre dans l'égalité ou pas. Si vous rentrez en quoi? J'ai pas entendu. Si vous rentrez en quoi? Si on rentre dans l'illégalité. Ah oui. Ah oui. La désobéissance. Et voilà. À suivre. C'est pas encore illégal, hein, c'est juste flou. C'est ça. Très bien, merci Bertrand. Super. Ok, merci Nicolas, merci aux participants qui ont posé vraiment des questions super intéressantes. Et puis,
En tout cas, voilà, affaire à suivre hein, dans les différentes localités. Donc, Paris, là, Paris-Montreuil, hein, ça va être intéressant de suivre ça aussi. Yes. Passer en monnaie numérique, là, ça va être intéressant aussi, je pense, comme étape. Donc, voilà, Nicolas, tu veux peut-être faire un petit mot de la fin pour finaliser? Oui, ben, en tout cas, je voulais te remercier, Timothée, pour avoir organisé cet échange. Et puis, pour moi, c'est une grande idée qui vient pas de moi. Moi, je l'ai reçue par Patrick Vivray. Et je suis content de faire évoluer cette idée c'est à force de ces échanges, ces discussions que petit à petit, ça s'ajuste. Il y a des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Et je trouve ça très intéressant de voir l'idée avancer, quoi. Mais elle a un très fort potentiel et moi, j'y crois franchement. En tout cas, j'ai vraiment envie qu'on fasse des essais, en tout cas. Et si c'est une fausse bonne idée, je laisserai tomber. Mais pour l'instant, j'y crois toujours. Donc, merci d'avoir contribué ce soir à faire évoluer l'idée, quoi, en tout cas. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Salut, merci Nicolas. À bientôt. Bon appétit. Ciao, ciao. Ciao.